Décrypter, analyser et commenter l'actualité, c'est tout le sens de cette émission que nous avons le plaisir de faire pour vous. Madame, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Aux côtés des chroniqueurs de Gabon 24 que vous connaissez déjà, nous aurons le plaisir d'accueillir notre confrère Éric Sébé, directeur de publication du journal en ligne gabonais La Synthèse d'information. Au menu de cette émission, le Parti démocratique gabonais, grand vainqueur des législatives partielles organisées à Mimongo, Mekambo et Chibanga. Quels grands enseignements tire-t-on de ces joutes électorales? Analyse dans quelques instants. Porté récemment à la tête de la zone de libre-échange continentale africaine, le Gabon a abrité fin octobre le 11e Conseil des ministres de cette zone. Quelles répercussions pour l'économie gabonaise et quelles avancées majeures enregistrées pour cette zone qui peine à prendre ses marques? Nous le verrons. Gouvernement, société civile, secteur privé, médias, tous ont vibré au rythme des sensibilisations, dépistages et autres séances de fitness pour marquer leur engagement dans la lutte contre les cancers féminins. Quel bilan au Gabon? La réponse avec notre Dame Santé Maison. Et le National Foot a repris ses droits sur les pelouses du Gabon. De chaudes empoignades ont marqué les premières journées de ce championnat. Nous aurons l'occasion de les revivre avec Gaël Mapessi. Un programme alléchant, des chroniqueurs aussi percutants les uns que les autres. La rétro de l'actu, c'est parti. Avec moi et déjà sur ce plateau, Dimitri Abourneur et Éric Sébé. Messieurs, bienvenue dans la rétro de l'actualité. Merci. Dimitri, vous avez l'habitude. Éric, c'est votre première participation et nous avons le plaisir de vous accueillir sur ce plateau de Gabon 24. Nous commencerons, nous avons un grand programme puisqu'il sera question pour nous de revenir sur la victoire du Parti démocratique gabonais, le parti au pouvoir qui conforte son hégémonie à l'Assemblée nationale. Dans le même temps, et toujours au Gabon, il y a eu la nomination d'un vice-premier ministre, le rétablissement du ministère des Travaux publics et à côté, la question du Tchad a retenu l'attention des dirigeants de la sous-région au sommet extraordinaire de la CEAC organisée à Kinshasa en République démocratique du Congo. Mais avant d'en parler, je vous propose, messieurs, de revenir sur l'actualité hors du continent, précisément avec la Grande-Bretagne qui a un nouveau Premier ministre. Suivons cet élément, on en parle juste derrière. Seul candidat parvenu à réunir plus de 100 parrainages, Rishi Sunak a écrasé sa concurrente lundi dans la course à la succession de Liz Truss qui a démissionné la semaine dernière. Après l'abandon de la ministre Penny Mordaunt, qui n'a pas obtenu un nombre suffisamment de soutien, l'ancien ministre des Finances s'apprête à devenir Premier ministre du Royaume-Uni. Petit-fils d'immigrés indiens, hindou-pratiquant, cet ancien banquier réputé pour sa force de travail est ainsi le premier non-blanc à prendre la tête du Royaume-Uni. L'accession de Rishi Sunak au poste de Premier ministre semble couronner les efforts du Parti conservateur pour présenter des profils plus divers, un processus entamé sous l'ancien Premier ministre David Cameron. En 2006, c'est lui qui impose des femmes et des candidats issus de l'immigration dans les circonscriptions à qui ils autorisent. Baptisé A List, ce dispositif a permis de faire émerger de nouvelles figures comme Liz Truss et Rishi Sunak. Résultat, les députés conservateurs comptent aujourd'hui dans leur rang 87 femmes et 22 membres issus de l'immigration. Le nouveau Premier ministre britannique reconnaissait que les gens sont en colère et frustrés car ils veulent voir et ressentir un changement. Mais une société meilleure ne se construit pas en une nuit, avait-il expliqué après des débordements lors de la manifestation du mouvement Black Lives Matter au Royaume-Uni. Favori des députés conservateurs lors de la course à la succession de Boris Johnson cet été, Rishi Sunak avait été écarté par les adhérents du parti. Beaucoup y ont vu le résultat de sa trahison envers son ancien patron. En démissionnant de son poste début juillet, le très populaire ministre des Finances, qui a ouvert les vannes de l'argent public pour maintenir l'économie à flot pendant la pandémie de Covid-19, aurait précipité la chute de Boris Johnson. Alors messieurs, avant de commencer à parler de Rishi Sunak, le nouveau locataire de Downing Street, j'aimerais revenir rapidement avec vous, Dimitri. Liz Truss. Finalement, elle n'a pas eu l'étoffe de Theresa May et de Margaret Thatcher avec le mandat le plus court enregistré en tant que Premier ministre aux États-Unis, au Royaume-Uni. J'y arrive, 44 jours pour être précise. Qu'est-ce qui a le plus joué contre Liz Truss ? Marielle, en effet, Liz Truss peut être considérée aujourd'hui un tout petit peu comme la déception pour la gente féminine parce qu'elle avait vraiment été l'espoir. Elle avait été vue comme l'espoir de cette gente féminine à la suite de Theresa May et de Margaret Thatcher. Tout le monde avait placé l'espoir en Liz Truss. Malheureusement pour elle, les promesses qui avaient été faites
vers les députés de la Chambre des communes, il était question en fait de mettre en place une orthodoxie dans la gestion des finances publiques. Vous savez que la crise du coronavirus est passée par là, le Brexit également. Jumelé au Brexit, effectivement. Sont passés par là et donc les finances du Royaume-Uni aujourd'hui vacillent plus ou moins. Et donc en la portant à la tête du 10 Downing Street, il était question qu'elle remette ces finances-là en place. Or, arrivé à la tête de la primature, les premières mesures qui ont été proposées par Liz Truss clairement impopulaires parce que bon, il était question encore de limiter les impôts aux plus fortunés, alors que les ménages les plus modestes souffraient de plus en plus de ces différentes crises. Donc, toute chose qui a fait en sorte que finalement, il y a eu un rejet de la part de la base et les députés finalement britanniques qui l'ont poussé à la démission. On a vu certains de ces membres du gouvernement donc, qui n'étaient plus très en accord avec ce volte-face, qui ont commencé donc à démissionner et puis finalement elle a dû rendre le tablier. Mais écoutez, la Grande-Bretagne aujourd'hui a un nouveau Premier ministre et on a envie de dire heureusement puisqu'il était l'ancien challenger d'ailleurs de Liz Truss. Rishi Sunak est le plus jeune Premier ministre de l'histoire du Royaume, mais aussi, vous l'avez dit dans le reportage, le premier qui est non blanc et à ce poste. Alors une question, est-ce que le fait qu'il soit par exemple non blanc et qu'il soit très jeune en âge, est-ce que cela témoigne d'une sorte de rupture, Eric Sébé, dans l'exercice de la vie politique en Grande-Bretagne? Alors, il faut dire clairement qu'une rupture, je ne dirais pas oui, mais plutôt une amélioration. Aujourd'hui, on constate que la Grande-Bretagne intègre aujourd'hui un certain nombre de principes d'intégration des communautés venues s'y installer. Oui. Et l'arrivée de Rishi Sunak aujourd'hui, en effet, marque pleinement cette intégration de la Grande-Bretagne-là, qui est restée pendant des années un État assez conservateur. Voilà. Donc, par contre, ce qui est important de retenir dans cet avènement du nouveau chef du gouvernement britannique, c'est plutôt les réformes voilà, qui aujourd'hui intéressent beaucoup parce que lors de sa première prise de parole avec le gouvernement mis en place, il a clairement mis un accent particulier sur le fait que son magistère sera promptement, ou sinon sur le prisme de l'économie, notamment la restructuration. Puisqu'il faut la relancer, cette économie britannique. La restructuration de l'économie britannique qui aujourd'hui connaît pas mal de soubresauts, mais aussi la consolidation du parti des conservateurs, voilà, parce que simplement aujourd'hui, pour tous ceux qui le savent, on ne peut pas faire de politique de développement sans une bonne santé économique et c'est peut-être à cela que le nouveau Premier ministre anglais ait compris en effet les erreurs qu'a eu sans doute son prédécesseur et tente évidemment de pouvoir rectifier le tir à ce niveau de la question. Finalement, Dimitri, effectivement, il devra donc s'atteler à rectifier les erreurs de Liz Truss. À les rectifier, tout à fait, mais je voudrais revenir sur son élection. C'est historique en Grande-Bretagne. Effectivement. Un hindou, vous savez, l'Inde a été colonisée par le Royaume-Uni et aujourd'hui, c'est un membre de la diaspora indienne qui est Premier ministre. C'est historique et ça montre à quel point, de plus en plus, chez les anglo-saxons, il y a cette intégration. L'un des éléments qui a favorisé l'avènement de Rishi Sunak à la tête de la primature en Grande-Bretagne, c'est sa compétence sur le plan financier. Oui. Très clairement, dès le départ, à la suite de sa démission du gouvernement Boris Johnson II, alors même qu'il était chancelier de l'échiquier. Le chancelier de l'échiquier, c'est l'équivalent du ministre des Finances. C'est lui qui avait en charge les finances. Et donc, la direction... Un peu le numéro 2 du gouvernement britannique. Le numéro 2, clairement. S'il faut le dire, oui. Le numéro 2 du gouvernement britannique. Et donc, la direction qu'avait pris Boris Johnson, Rishi Sunak a clairement marqué comment dire, il a clairement marqué... Une rupture. Une rupture. Oui. Sa désunion avec cette direction. Et donc, quand il a marqué cette rupture, il a eu l'assentiment des députés conservateurs du Royaume-Uni. Parce que, vous le savez, les conservateurs, ils sont très libéraux sur le plan économique, mais également, ils mettent beaucoup l'accent sur
le conservatisme en tant que tel, l'orthodoxie. L'orthodoxie, effectivement. Voilà. Ils évitent en fait disons la dilapidation des ressources publiques. Et Rishi Sunak est allé jusqu'à interdire ou mettre en suspension certaines pensions retraites à cause de la mauvaise santé de l'économie britannique. Et il avait donc obtenu l'assentiment des députés. Sauf que la base, donc les adhérents du Parti conservateur, eux, bon, pour des facteurs qui sont peut-être extra-compétences... Ou peut-être encore un peu plus conservateurs. Avaient opté pour Liz Truss. Et puis finalement, bon, l'histoire lui a donné raison. Et avec l'arrivée donc de Rishi Sunak, les conservateurs sont confortés dans l'idée effectivement de tenir les finances. Mais par contre, Marielle, je voudrais soulever un point important. Oui, allez-y. C'est par rapport à l'Afrique. Oui. Peut-être bien que l'Afrique a des raisons de s'inquiéter parce que Rishi Sunak, dans son orthodoxie classique des finances publiques, eh bien, il s'est montré défavorable vis-à-vis d'une taxation sur les émissions de gaz à effet de serre. Il s'est montré plutôt réticent là-dessus, arguant que cela impacterait les ménages les plus modestes. Et donc, pour l'Afrique qui pousse de plus en plus vers une justice climatique qui veut que les pays les plus pollueurs payent pour les pays africains, eh bien, je pense que les négociations vont être assez rudes. Et vu que nous sommes en pleine COP27 du côté de l'Égypte, nous aurons certainement l'occasion d'en reparler à la fin du mois d'octobre pour revenir sur cette position de la Grande-Bretagne vis-à-vis donc du réchauffement climatique. Et il faut le dire, Rishi Sunak a donc du pain sur la planche, il a beaucoup à faire. Et messieurs, oui, il faut dire, quand on regarde le parcours de Rishi Sunak, souligner des éléments importants. Vous savez, quand vous rentrez dans ce parcours, vous constatez qu'on est face à un monsieur qui, durant toute son existence, a bien compris les enjeux, mais aussi a gardé la tête sur les épaules de ses ambitions. Voilà, c'est un homme qui fait un parcours sans faute, voilà, qui part du collège privé Lincoln pour en effet intégrer Oxford et à la fin poursuivre des études en Californie. C'est un brillant élève qui, dans son parcours au niveau du Parti des conservateurs, a aussi fait ses classes. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas face à un certain transhumanisme, même dans le conservatisme, qui se fait actuellement au niveau de l'Angleterre, voilà, et de rappeler aujourd'hui une chose importante, parce que Rishi Sunak est en effet, depuis très longtemps, le Premier ministre anglais à être le plus jeune, voilà, et cela devrait interpeller un certain nombre de personnes, de dirigeants, qu'aujourd'hui, quoi qu'on le veuille, l'avenir se fait à travers la jeunesse. La classe politique se renouvelle. On a vu Emmanuel Macron lorsqu'il arrivait, à l'époque Barack Obama. Justement, parce que simplement, il faut qu'on le dise clairement, les jeunes sont l'héritage de toutes les politiques qui peuvent être mises en place aujourd'hui. Et donc, l'arrivée de Rishi Sunak, si on veut faire un parallélisme pour ce qui est de nous, évidemment, les nations du tiers-monde, c'est de comprendre, en effet, les enjeux et de comprendre qu'au-delà, évidemment, de toutes les activités folkloriques à laquelle se donnent les jeunes, mais qu'il y ait des vraies questions incisives dans, évidemment, les challenges d'avenir. Et c'est à cela, en effet, que pourrait nous inspirer, en effet, cette montée du nouveau chef du gouvernement britannique. Messieurs, je vous propose de quitter Londres, qui est au bord de la crise économique, n'ayons pas peur de le dire, et aller à N'Djamena, sur cette capitale, plane le spectre d'une crise sécuritaire. Dimitri, le dialogue national inclusif et souverain que vous avez couvert, puisque vous l'avez bien suivi, finalement, est-ce qu'il a eu l'effet escompté ou pas? L'effet escompté était celui d'avoir sur la table toutes les forces vives du Tchad. Mais dès le départ, je pense que l'équation était déjà plus ou moins biaisée. Parce qu'avant le dialogue national inclusif au Tchad, il y a eu un pré-dialogue à Doha. Et donc, au cours du pré-dialogue de Doha, un certain nombre de groupes armés tchadiens ont bien accepté a bien accepté de prendre part au pré-dialogue. Or, il y en a qui ont
posé un certain nombre de revendications, et parmi lesquelles, naturellement, la démobilisation ou la recomposition de l'armée tchadienne, qui devait permettre l'intégration de tous les différents groupes armés. Ils ne l'ont pas forcément obtenu, mais l'engagement, la promesse du dialogue inclusif national du Tchad aurait été une plateforme pour pouvoir justement venir poser ces différentes revendications. Or, dès le départ, il y a un certain nombre de groupes armés qui n'ont pas pris part à ce dialogue. Bon gré, mal gré, le dialogue s'est tenu. Il y a des résolutions qui sont sorties. Il y a la charte de la transition a été réécrite. Elle a fait place à plus d'inclusion. Et le Premier ministre qui est sorti de là est un opposant historique, finalement, au régime de N'Djamena. Et donc, sur ce plan-là, on peut dire que oui, il a eu les effets escomptés. Sauf que sur les 27 groupes armés qui devaient prendre part à ces différentes rencontres, il n'y en a qu'à peu près 17 qui y ont pris part. Et donc, vous voyez bien qu'il y en a 10 qui n'ont pas pris part à ces rencontres. Et parmi les 10, il y a notamment, disons, le groupe le plus dangereux d'entre eux, le FAT, c'est le Front pour l'alternance et si je me souviens, l'alternance et la concertation au Tchad. Et donc, c'est ce groupe armé qui est à l'origine d'ailleurs de la mort du président Idriss Déby et donc qui a refusé de prendre part à ce dialogue. Mais au-delà de cela, Dimitri, on le voit, les recommandations, parmi les recommandations de cette grande messe de N'Djamena, il y a la prolongation donc, de la période de transition. Quand Mahamat Idriss arrive au pouvoir, il dit la transition sera de 18 mois. On termine le dialogue, on prolonge la période de transition. À la surprise générale, j'ai envie de le dire, il y a même la possibilité pour Mahamat de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Et là, la CEAC se saisit donc du dossier et se pose des questions, surtout avec toute la crise, ou du moins les mouvements sécuritaires qu'il y a eu dans la capitale tchadienne. Est-ce qu'il y a de quoi espérer que la situation puisse se retourner en faveur finalement des populations, s'il faut le dire? Oui, Eric, peut-être Dimitri reviendra encore. Alors, pour ce qui est de la problématique tchadienne actuelle, il est important déjà de souligner certaines anomalies, voilà, notamment au niveau de tout ce que vous venez de citer là. Il y a eu un accord à Doha, voilà, lequel avait été établi un certain nombre de prérequis à laquelle les groupements armés qui avaient pris part à cette rencontre sous l'égide en effet même des Nations Unies, mais aussi des États-Unis, voilà, et du Qatar, en effet, il y avait toute une brochette de prérequis qui n'ont jusqu'à présent jamais été clairement mis en place. Je trouve que déjà dans un pas de dialogue, c'est une mauvaise foi que de pouvoir piétiner les sollicitudes des personnes que vous voulez bien qu'ils arrivent à la table de négociation. Et qu'à côté de cela, les manifestations qui ont conduit évidemment à ce sommet extraordinaire à Kinshasa relèvent quand même d'une certaine gravité de fait. Quand on regarde le bilan, on parle quand même de 50 morts et de 300 blessés. C'est pas négligeable. Alors là n'est pas forcément le problème le plus grave, mais c'est quel est le rôle et les leviers que dispose aujourd'hui la communauté économique des États de l'Afrique centrale à pouvoir amener non seulement les deux parties, sinon les différents partis autour d'une table. Et vous savez, il faut prendre conscience aujourd'hui de l'obsolescence de nos institutions. Effectivement, nos organisations sous-régionales et internationales. Alors, je ne le porte pas forcément dans mon cœur, mais j'aime bien cette assertion qu'avait eu Nicolas Sarkozy lorsqu'il faisait un diagnostic sur la crise mondiale actuellement, notamment de ce qui se fait en Ukraine, en disant: nous vivons aujourd'hui avec des institutions qui datent du XXe siècle, alors que 100 ans plus tard, il y a de quoi réformer ces institutions. Beaucoup d'eau ont coulé sur les ponts et ils ne fonctionnent plus. Alors comment est-ce que lorsqu'il y a crise dans un pays et qu'on a un format déjà
idyllique, c'est-à-dire on sait très bien que ça va partir d'un dialogue, une réécriture de la Constitution et partant évidemment d'un certain dédommagement. Comment amener à une certaine sérénité des personnes qui savent déjà comment est-ce que les choses sont déjà prédestinées? C'est toute la question qui avait... Et là, c'est important d'en arriver à cette conclusion. Loin de moi l'idée évidemment de condamner le régime de N'Djamena, mais non, mais simplement de dire l'objectif aujourd'hui pour chacun d'entre nous, parce que ce qui se passe au Tchad nous intéresse, parce que c'est des voisins, c'est la sous-région, effectivement. Aujourd'hui, c'est de ramener une certaine sérénité auprès des populations pour retrouver un équilibre de l'État. Et cette stabilité ne passera que sur la compréhension des uns et des autres, sur le mécanisme d'une certaine acceptation des intérêts des autres vis-à-vis des autres. Et là, la CEAC devrait en effet commencer à se faire une introspection de savoir quels sont les moyens qui pourraient emmener le régime à concéder en effet un certain nombre de prérequis et vice-versa. Mais est-ce que la CEAC n'a pas été dépassée dès lors que pour N'Djamena, contrairement à ce qu'on a vu au Mali et en Guinée, N'Djamena a été, j'ai envie de dire, le pouvoir de N'Djamena a été adoubé par la communauté internationale. On a reconnu Mahamat Idriss, pas en le traitant de quelqu'un qui aurait fait un coup d'État, ce qui a été le cas au Mali et en Guinée. Est-ce que la CEAC à ce moment-là n'avait pas déjà fait ce faux pas et essaye de rattraper le tir? Qu'est-ce qu'il faut espérer de cette situation? Alors, je pense qu'il faut revenir peut-être un tout petit peu sur les faits. On parle donc de ce sommet extraordinaire de Kinshasa. Qu'est-ce qui est sorti de ce sommet? Ce qui est sorti de ce sommet, c'est que les chefs d'État et de gouvernement de la CEAC ont désigné le président de la commission de la CEAC, Gilberto da Piedade, comme étant le médiateur principal pour résoudre la crise au Tchad. Bon, cependant, à Libreville, s'est donc tenu un séminaire de renforcement des capacités des sages du comité du Conseil de paix et de sécurité, c'est le comité des sages du Conseil de paix et de sécurité de la CEAC qui s'est tenu à Libreville, au cours duquel le président donc, de la commission de la CEAC a dévisé avec des sages issus des 11 pays de la sous-région. Il s'agit de 9 sages qui sont des anciens dignitaires. Il y avait par exemple l'ancien Premier ministre du Cameroun et d'autres anciens dignitaires des autres pays qui ont été chargés de faire preuve, d'utiliser des bons offices pour aller faire de la médiation et notamment de la médiation préventive dans certaines régions que nous savons plus ou moins difficiles. Donc aujourd'hui, l'heure est à la médiation. La CEAC continue à pousser à essayer de ramener les deux parties sur la table des négociations pour essayer de faire taire les armes. La question tchadienne est tellement importante, messieurs. On va un peu évoluer dans le débat puisqu'on va poser nos valises au Gabon. Là, il y a eu les élections législatives partielles, je ne vous apprends rien. Le PDG a raflé la mise. Peut-être votre commentaire sur ces joutes électorales. Quelles leçons tirées de ces élections législatives partielles et à quelques mois de la présidentielle? Est-ce que finalement, ces résultats du Parti démocratique gabonais confortent la position du parti au pouvoir? Naturellement, Marielle Biou, vous savez que le Parti démocratique gabonais est déjà largement majoritaire à l'Assemblée nationale, à quelques mois de l'élection. On la qualifie même d'être une assemblée monocolore. Voilà, plus ou moins, même si on sait qu'il y a d'autres sons de cloche. Effectivement. Et donc, cette élection législative partielle est intéressante parce qu'il faut d'abord voir ce qui a entraîné justement à l'élection partielle. Eh bien, il s'agit de la démission d'un certain nombre de députés. Vous le savez, encore une fois, de certains partis de l'opposition. Donc oui, monocolore, mais bon, quand on est député de l'opposition et qu'on jette l'écharpe, quelles sont les raisons qui motivent pour jeter l'écharpe? Bon, on ne saurait trop quoi dire, peut-être que les acteurs politiques eux-mêmes répondraient. Mais oui, le PDG a donc raflé ces 3 sièges. Un fait particulier, c'est celui donc, du siège de, si mes notes sont bonnes, de Mekambo Limongo Tshibanga? Oui, où le député du Parti social-démocrate a donc démissionné et puis a été représenté sous les couleurs du Parti démocratique gabonais. Et là, encore une fois, l'a emporté. Donc, vous comprenez bien qu'il s'agit d'un choix des populations. Ce sont les populations qui ont porté leur choix sur ces différents candidats parce que lorsqu'on vient se présenter devant les populations sous la bannière de l'opposition et qu'on présente un programme alléchant ou une ambition alléchante, on est élu et pour des
raisons politiques, finalement, on quitte son bord politique, on change de bord et qu'on repart vers ces populations, on arrive à les persuader de nous renvoyer à l'Assemblée. Du coup, on comprend la victoire. Éric Sébé, rapidement sur cette question. Alors, moi particulièrement, je vais, en ce qui concerne cette question, être un peu plus lucide. Oui. Voilà, parce que, vous l'avez dit, vous l'avez posé là tout à l'heure, est-ce que cette victoire d'élection partielle totalement PDG conforterait-il le parti pour les élections à venir. Voilà, oui et non. Oui, peut-être parce qu'en effet, ça peut être pour certains un certain échantillonnage de savoir si toutefois le Parti démocratique gabonais a encore évidemment un certain ancrage dans certaines circonscriptions. Je répondrais oui, parce qu'en effet, c'est quand même le parti au pouvoir depuis un bon nombre d'années et le mieux structuré. Voilà, une élection partielle qui se fait de manière un peu spontanée, voilà, parce que les délais sont relativement courts, ne peut pas laisser à un parti qui n'a pas forcément toutes les structures qu'a aujourd'hui qu'a aujourd'hui le Parti démocratique gabonais, voilà, de pouvoir s'organiser. Et donc, évidemment que nous ne pouvions qu'avoir ce genre de résultats, mais à côté de ça, il est important de dire que le PDG aujourd'hui, à travers la revitalisation et la régénération, a mis en place un certain nombre d'éléments qui permettraient aujourd'hui qu'une certaine adhésion se fasse. Et que des efforts sont consentis, voilà, pour amener une certaine sérénité des populations, d'où évidemment les résultats que nous observons ici là. Maintenant, à cela de dire tout naïvement, je le dis comme ça, que cela pourrait être un indicateur. Vous savez, il est important de faire une différence entre une élection législative et une élection présidentielle. Bien sûr. Vous savez, les indicateurs ne sont pas les mêmes. Ça, c'est clair. Voilà, les indicateurs non seulement ne sont pas les mêmes, mais aussi que les enjeux ne sont pas les mêmes. Voilà. Et donc, il est important aujourd'hui que le Parti démocratique gabonais, au-delà de cette minuscule victoire, reste quand même concentré dans ce qui pourrait emmener à ce que les prochaines élections puissent être aussi remportées. L'actualité a été tellement abondante du côté du Gabon. Messieurs, rapidement, on va faire 2 en 1. On a eu un nouveau vice-premier ministre en la personne d'Alain-Claude Bilibinze. Vous allez faire votre lecture, mais une lecture couplée à, j'ai envie de dire, au rétablissement du ministère des Travaux publics. On a un nouveau ministre des Travaux publics en la personne de Toussaint Kouma. Ce n'est pas forcément la personne qui nous intéresse, quoique, mais surtout le rétro-pédalage dans la décision gouvernementale. Votre lecture, le nouveau vice-premier ministre et le rétablissement du ministère des Travaux publics. Dimitri. Alors, quand on se réfère justement aux raisons évoquées par le gouvernement sur la dissolution dans un premier temps du ministère des Travaux publics, eh bien, il est question, à la suite de différentes descentes sur le terrain du chef de l'État, de constater plus ou moins une certaine lenteur dans la réalisation d'un certain nombre de travaux qui avaient été déjà financés. Et donc, la décision était de dissoudre le ministère ou simplement de changer le ministre. Voilà, donc il a été dissous dans un premier temps et puis on a d'ailleurs jusque-là pas compris la décision de dissoudre. Voilà, mais toujours est-il qu'il a été rétabli, et voilà, un mois plus tard, avec un nouveau ministre. Et le plus important finalement, c'est où se situent ces travaux. Là est la question. Bon, quand on regarde un tout petit peu, moi j'étais récemment ce week-end à l'intérieur du pays, peut-être pas à l'intérieur du pays, mais sur la nationale, dans des localités de l'estuaire, et on voit un tout petit peu à quel point les travaux de la Transgabonaise évoluent. Ils évoluent à un certain rythme, quoique ici, à l'intérieur... On espère qu'on ne donnera pas pour cette Transgabonaise raison à l'honorable, vous allez me prêter le nom, voilà, qui avait dit 1 km à 1 an, 7 km à l'honorable à Couré d'Avin. Voilà. Tout ce qu'ils avancent. En revanche, ici, à l'intérieur de la capitale, dans la commune, il y a certains travaux de voies secondaires qui ont été réalisés, d'autres pas encore. Et plus récemment, on nous a encore annoncé en grande pompe qu'il y a des entreprises. Du coup, on a rétabli le ministère des Travaux publics, c'est ce qu'on retient. Pour essayer d'accélérer finalement. Et le vice-premier ministre, Dimitri, pour terminer avec vous. Mais le vice-premier ministre en la personne d'Alain-Claude Bilibinze, vous le savez. Où était l'urgence d'avoir un vice-premier ministre dans ce gouvernement ? Ben écoutez, aujourd'hui, le Premier ministre elle-même, Rose Christiane Osuka-Raponda, vous le voyez, est souvent envoyée à l'étranger. On voit qu'elle a un portefeuille, elle a des missions importantes. Parfois, elle représente le chef de l'État dans certains pays à l'étranger. On l'a vu d'ailleurs au sommet de la CEAC à Kinshasa. Au sommet de la CEAC et autres. Entre-temps, ici, pour les questions
de politique interne, eh bien, il faut aussi une représentation au plus haut sommet du gouvernement. Je pense là que peut-être c'est ce qui explique un tout petit peu ce vice-premier ministre. Une hypothèse, on l'a effectivement. vu donc finalement là récemment à Mouila, où il a conduit la délégation gouvernementale avant que finalement le Premier ministre elle-même n'arrive avec le chef de l'État. Donc je pense qu'il est beaucoup plus comme un précurseur sur le terrain. Parce que vous le savez. Éric Sébé, votre point de vue. La question de la route reste une problématique importante. Le Gabon aujourd'hui c'est 10 000 km de route pour 2000 bitumés, donc soit un pourcentage de 20%. C'est relativement faible. Mais aujourd'hui, lors de son dernier discours à la nation, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, rappelait en effet qu'une enveloppe de 50 milliards de francs CFA sera allouée d'ici 2023, en effet, pour le renforcement de certaines voiries. Et ce ne sont pas les fonds qui ont toujours manqué, mais la question reste tout entière, cette question. Justement, aujourd'hui, on regarde une certaine avancée. Quand vous prenez l'axe Ntoum-Kango, vous constatez toutes les évolutions qui sont faites là. Mais la route, ce n'est pas que Ntoum-Kango, il y a aussi à l'intérieur du pays. En 2009, nous étions à 10% voilà, du réseau routier. Aujourd'hui, nous sommes à 20%. Et au regard de ce qui est en train d'être mis en place, j'ose espérer que nous atteindrons les 25% d'ici fin 2023. Alors, ce qui est important aujourd'hui, c'est de constater tous les efforts qui ont été mis en place. Le Gabon dispose aujourd'hui d'un fonds autonome national d'entretien routier, le FANER, qui a évidemment la mission, la lourde charge de lever des fonds, de mettre en place des mécanismes afin de pouvoir réglementer, sinon régler les factures des entreprises adjudicataires qui s'occupent du traitement de la route. Cela n'est pas rien, mais qu'à côté de cela, il est important de constater que des efforts sont consentis. La dernière fois, on a pu le constater, le chef de l'État a fait le tour des voiries. Aujourd'hui, quand vous allez dans l'axe derrière l'hôpital militaire, vous constatez en effet que cet endroit qui était un véritable calvaire pour les populations qui y habitent devient aujourd'hui un passage fluide qui permet de désengorger en effet la route principale, mais aussi que vous le constaterez dans l'axe Niali, Niali à Wenche. En tout cas, il y a quand même quelques exemples dans la capitale gabonaise. En effet, c'est clair, des attentes criardes sont là, les populations attendent. Mais il faut peut-être accélérer la transformation à ce niveau. Oui, en effet, mais je pense que cela devrait passer en effet par des études bien approfondies. Et sur la question du vice-premier ministre? Vous savez, Alain-Claude Bilibinze n'est plus un personnage à présenter. Aujourd'hui, le choix porté sur lui pour le poste de vice-premier ministre, à mon sens, s'inscrit bien parce que simplement, à l'instar de tout ce qui peut être décrié sur le plan des manquements que les populations observent, il est important quand même, avec toute lucidité, de comprendre et de connaître et de reconnaître en effet que certains leaders issus du gouvernement comme de l'administration publique ont pu se singulariser à travers leur management particulier. Et la personne d'Alain-Claude Bilibinze fait partie de cela. Comme il y a 4 ans de cela, on a vu comment a été géré le CNE lorsque certaines personnalités qui aujourd'hui sont proches du président de la République ont été à la tête de cette institution. C'est le cas aujourd'hui de ce que l'on peut constater lorsque vous allez à l'entrée du CHU de Libreville. Quand on regarde le Centre national de transfusion sanguine, force est de constater et de reconnaître qu'il y a des managers hors pair. Et c'est peut-être à ce niveau que le chef de l'État, voyant en effet que nous arrivons au crépuscule d'un mandat, j'allais d'ailleurs dire, est-ce que c'est pas comprend en effet qu'il faut absolument revoir le casting des acteurs capables d'amener, d'apporter des solutions rapides, efficientes et efficaces pour les populations qui n'attendent aujourd'hui que les conditions soient améliorées. Et moi, j'aime à le dire lorsqu'il m'est donné souvent discuter avec des amis, que la principale sinon opposition, c'est la misère des Gabonais. Dès l'instant que vous avez résolu cela, à partir de cet instant, je ne vois aucune opposition qui pourrait venir faire basculer les tranchées. Messieurs, je pense que nous allons nous arrêter là pour cette partie politique. Nous allons remercier notre très cher ami Dimitri Abourneur. Merci, parce que c'est toujours un plaisir de discuter avec vous de ces questions de politique. On voit votre aisance et surtout la pertinence de votre analyse. Merci beaucoup. Éric Sébé, quant à lui, il reste avec moi encore pour la suite de cette émission. Et c'est la fin de cette première partie de la rétro de l'actualité. Économie, santé et sport constitueront la trame de la seconde partie. Ne zappez pas, restez avec nous, on se retrouve juste derrière.
Bienvenue dans la seconde partie de la rétro de l'actualité. On parle d'économie. Donc pour la suite, le pays d'Ali Bongo Ondimba a organisé le 11e Conseil des ministres du commerce de la ZLECAf, dont le Gabon assure la présidence. Mais avant d'en venir à cette grand-messe, retenons que le Gabon a récemment procédé au lancement d'un nouvel emprunt obligataire pour une mobilisation de 175 milliards de francs CFA. Le reportage, on se retrouve juste derrière. Je suis EOG 6,25% net 2022-2028. Je suis le nouvel emprunt obligataire émis par l'État gabonais d'un montant d'émission de 175 milliards de francs CFA au taux d'intérêt de 6,25% sur une maturité de 6 ans. Cet énième emprunt obligataire se caractérise par le besoin d'exécuter les projets prioritaires axés sur le plan d'accélération de la transformation. Afin de consolider ces avancées positives, le gouvernement entend poursuivre son programme de réforme structurelle qui intègre notamment les dimensions de transparence dans le secteur des industries extractives avec le retour de l'ITIE, la transparence dans la commande publique, la rationalisation des exonérations fiscales et la consolidation du compte unique du Trésor. Par cet appel aux investisseurs, le pays compte apurer sa dette intérieure qui se situe autour de 63%. Cette année, les ressources issues de l'emprunt obligataire permettront pour partie d'apurer les créances inférieures ou égales à 100 millions de francs CFA et de payer d'ici décembre 2022 46% du stock restant dû au titre de l'année, désintéressant ainsi une centaine de sociétés parties prenantes du tissu économique de notre pays. D'une valeur nominale de 10 000 par obligation pour un minimum de 50 obligations, cet emprunt obligataire s'adresse à toute personne morale ou physique désireuse de souscrire. Le Gabon, qui jouit d'une expérience solide sur le marché régional et international, va donc s'appuyer sur cet atout pour attirer les investisseurs. Et c'est une dame qui vient nous parler d'économie, l'une de nos spécialistes maison, Michel Tseni. C'est toujours un plaisir de parler de chiffres, de croissance et d'attractivité avec vous. Comment allez-vous ? Très bien, Marielle. Écoutez, on va parler de chiffres parce que le Gabon, qui souhaite stabiliser sa dette en surveillant la soutenabilité de cette dernière, je rappelle que la dette se situe donc aux alentours de 63%, comme vous l'avez signifié dans le reportage, vient de procéder au lancement d'un nouvel emprunt obligataire. Quelle était l'urgence de procéder à ce nouvel emprunt de 175 milliards, Michel ? Marielle Biogou, il y a que le gouvernement a lancé le plan d'accélération de la transformation. Oui. Et donc ce nouvel emprunt obligataire se caractérise d'abord par le besoin d'assurer les projets prioritaires inscrits dans le PAT, mais aussi de poursuivre le paiement de la dette intérieure qui effectivement se situe actuellement à 63%. On emprunte pour soutenir la dette. Je ne comprends pas. Il y a que, Marielle Biogou, les perspectives économiques montrent que le Gabon peut se permettre de pouvoir emprunter. Mais à côté de ça, il y a aussi que le pays bénéficie de la confiance des investisseurs, surtout dans la sous-région, mais également des investisseurs internationaux. À l'international. Voilà, à l'international. Et également des organismes comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Et donc, le pays peut se permettre, puisqu'il a toujours respecté ses engagements. Mais alors, Michel, il y avait, et peut-être je vais passer la parole à M. Éric Sébé, il y avait déjà eu un emprunt obligataire de 175 milliards également, je crois, l'année dernière. Est-ce qu'il n'y a pas un risque là de surendettement? Certes, on est en train de soutenir la dette puisqu'on avait dépassé légèrement en début 2021 le seuil prescrit par la CEMAC, donc celui de 70%. On est revenu à 63%. Il y a des efforts qui ont été consentis, il faut le reconnaître. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de surendettement? Alors, je dirais que la problématique, ou sinon la question n'est pas forcément celle-là, mais plutôt de se dire, si on fait un emprunt et qu'il est utilisé à escient pour en effet le projet initialement qui porte à l'emprunt, alors à partir de cet instant, il n'y a pas forcément un problème. On a des pays qui ont eu un modèle de gestion à travers les emprunts obligataires, mais qui ont évidemment su tirer leur marron du feu et
Et pour faire un parallèle, le Gabon peut en fait s'en inspirer de ces pays-là. On a vu le cas du Rwanda, voilà, qui fait école d'ailleurs. Sans emprunt. L'emprunt, on va vous le dire, comme pour ce qui est des pays, comme pour ce qui est des individus à travers le crédit bancaire, voilà, c'est le propre de l'activité des hommes dans ce qui est du parcours au développement. Maintenant, ce qui est important de souligner, c'est en effet l'orthodoxie de gestion avec laquelle on va pouvoir utiliser tout cet argent. Parce que, exact, dans le respect des engagements, c'est un fait, mais aussi surtout dans l'application de l'argent qui est emprunté, parce que il faut le dire clairement aux téléspectateurs, c'est un argent qui va être remboursé, voilà, à long terme, et donc le remboursement doit évidemment provenir du retour sur investissement, voilà, pour en effet ne pas se retrouver dans des soubresauts d'asphyxie et qui permettrait en effet de consolider la question de savoir si en effet nous ne sommes pas dans une surendettement, ou sinon nous n'allons pas vers une situation telle qu'elle. Voilà. En tout cas, c'est une question que nous allons suivre de très près, puisque déjà le plan d'accélération prend fin en 2023. On aura l'occasion de faire le bilan et on compte sur vous, Michel Tseni, de suivre pour nous cette actualité Libreville, donc, qui a été durant 4 jours la capitale des échanges africains, avec le 11e Conseil des ministres de la ZLECAf. Que retient-on de cette grand-messe? Est-ce que, ça y est, les lignes vont commencer à bouger du côté de la ZLECAf, qui, pour ma part, traîne un peu? Effectivement, Marielle, le pas traîne, mais il y a une volonté manifeste des ministres du commerce de cette zone de libre-échange continentale africaine. Donc, durant ces 4 jours, il a donc été question de parler d'investissement, de politique de concurrence, de droit à la propriété intellectuelle et également du commerce électronique. Vous savez que le e-commerce a pris de la place de nos jours. Et donc, ce sont ces 4 modules qui ont permis à ces ministres-là de pouvoir discuter entre eux. Alors, pourquoi parler d'investissement? Parce qu'aucun pays ne peut se développer sans investissement. Ça, c'est sûr. Il va falloir qu'on puisse s'appuyer d'abord sur nos propres ressources, mais également sur les partenaires publics, les partenaires privés. Et donc, il y a également la politique de concurrence. Il faut que ces pays-là puissent mettre en place des lois, des normes qui vont pouvoir faire en sorte qu'on ne se marche pas sur les pieds et que chacun puisse respecter les lignes, puisqu'on parle de la suppression de 80% de droits de douane. Bien sûr. La question de la propriété intellectuelle, il va falloir lutter contre les plagiats, il va falloir lutter contre beaucoup de dérives qui sont constatées dans le marché économique. Mais alors, Eric, ça me donne une question à l'esprit, ça me fait penser à quelque chose. Tous ces facteurs que Michel énonce, c'est vrai, il faut tous ces facteurs comme prérequis avant de lancer la ZLECAf. Mais on a vu nos chefs d'État lancer la ZLECAf. Il y a de cela, je crois, déjà 2 ans, c'était en début 2021. Voilà. Mais pourquoi avoir lancé la ZLECAf si on n'avait pas encore établi, on ne s'était pas encore assuré que tous ces prérequis-là, tous ces critères-là étaient mis en place? Est-ce qu'on n'a pas mis la charrue avant les bœufs? Alors, c'est une excellente question. Je ne l'aime pas particulièrement, mais j'aime bien ces assertions parce qu'elles sont tout aussi objectives que les unes après les autres. Vous savez, Nicolas Sarkozy, encore une fois, disait... On va finir par croire que vous l'aimez beaucoup. Hein? Oui, peut-être, sans doute, mais je peux vous assurer que pas forcément. Alors, il disait que ce n'est pas l'argent qui fait le projet. Mais les hommes, l'idée et la qualité avec laquelle on la structure. Et donc, la ZLECAf, donc cette zone de libre-échange continentale africaine qui a été mise en place en effet pour, évidemment, permettre aux pays de la sous-région, notamment les pays membres, de commercer entre eux en toute fluidité, avec des taux d'exonération de douane de près de 80%. Voilà, est aujourd'hui une prouesse
pour la sous-région, en ce sens, en effet, que le marché africain aujourd'hui, c'est quand même 1,1 milliard et demi de consommateurs, oui. et ce n'est pas rien. Aussi, ce mécanisme-là de partenariat, de libre-échange pourrait emmener, en effet, un dynamisme de l'industrialisation sous-régionale prenne un certain envol. C'est-à-dire, aujourd'hui, plutôt, les inquiétudes qui, moi, me reviennent, c'est est-ce que la ZLECAf, dans son organisation, permettra à des pays moins industrialisés, moins compétitifs sur les marchés commerciaux, oui. de pouvoir prendre le pas, en effet, des préalables, c'est-à-dire de ce que veut, en effet, mettre en dynamisme la ZLECAf. On a, par exemple, le cas du Gabon et du Cameroun. Le Cameroun est un pays qui se rapproche un peu plus de l'autosuffisance. Bien sûr. Voilà. Est-ce que le Gabon, en s'intégrant dans la ZLECAf, au même titre que le Cameroun et les pays sous-régionaux, va être emmené tel un enfant ou sinon comme quelqu'un qui devrait pouvoir aujourd'hui intégrer la caste des géants et de pouvoir se redynamiser. Je crois qu'à ce niveau, il y avait peut-être eu des discussions pour montrer la plus-value de chaque État. Et le tout n'est pas de s'industrialiser. On ne va pas s'industrialiser pour s'industrialiser. Il va falloir que chacun puisse mettre en avant ses atouts. Vous avez des pays qui sont des références en matière de vin, en matière de fromage, en matière de céramique, en matière de poterie. Ces pays-là sont des références parce qu'ils ont misé d'abord sur la qualité. Alors si quelqu'un vient aujourd'hui faire comme ces pays-là, ce ne sera pas pareil. Et donc le Gabon doit miser sur ses atouts. Et l'atout majeur du Gabon, c'est la qualité. Mais comment parler de qualité s'il n'y a pas de laboratoire, s'il n'y a pas de certification? Et c'est tout le problème. Il faut mettre en place... Les producteurs qui manquent, et pourtant ce ne sont pas les artisans qui manquent. Il faut mettre en place des structures pour pouvoir certifier les produits gabonais. Mais on en est encore là, c'est jamais ma question. Je crois que le Gabon aujourd'hui, à travers la GANOR, met déjà en place un système de certification et de restructuration. Oui, ce n'est peut-être pas suffisant, on lira... Pour la taille de ce marché qu'elle a. 1,3 milliard c'est justement là que prend tout son sens du premier pas. C'est-à-dire que pour avoir une idée plus compétitive, sinon plus améliorée, il faut d'abord que l'on ait une idée. Et l'idée de mettre en place une structure comme la GANOR est déjà importante. C'est de là, évidemment, qu'on pourra tisser tous les artifices qui pourraient emmener à ce que la ZLECAf, que le Gabon intègre de manière plus stratégique et plus crédible cette zone de libre-échange. Il y a des artisans gabonais qui m'ont confié lors des reportages que oui, la main-d'œuvre est là. Oui, les traditions sont là, surtout dans le côté alimentaire, pour parler de l'Odica, pour parler de l'huile d'amande. Mais il y a ce problème-là de certification du cacao. Il y a certains qui vont même juste à l'extérieur du pays pour pouvoir certifier leurs produits. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire que mon produit, il est bon, mon produit, il est de qualité. Bien sûr. Mais il y a la norme, puisque nous sommes dans un marché communautaire. On parle de 1,3 milliard de consommateurs. C'est très vaste. C'est énorme. En tout cas, je crois que les problématiques demeurent par rapport au lancement de ce marché et je reste convaincue qu'effectivement, on est allé peut-être trop vite en besogne au niveau de l'Afrique, qu'il y a encore beaucoup de choses à réfléchir. Au niveau du Gabon, il faudrait vraiment qu'on accélère un peu le pas parce qu'il faut qu'on se mette au rythme de la ZLECAf. Merci beaucoup, Michel Seny. C'est toujours intéressant de parler d'économie, donc comme je le disais, de chiffres et d'attractivité avec vous. J'espère vous retrouver très vite pour une prochaine émission de la rétro de l'actualité. Et c'est Dame Santé qui vous remplace. Avec elle, on va revenir sur la 9e édition de la campagne Octobre Rose qui avait pour thème Vie saine, une campagne de lutte contre les cancers féminins initiée au Gabon par la fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille et qui connaît aujourd'hui la participation de tous les acteurs de la société. Octobre Rose, regardez. Intensifier la sensibilisation au sein des structures scolaires, c'est la mission que se sont données plusieurs entreprises, parmi lesquelles GPM, le gestionnaire des ports d'Ouvendo et de Port-Gentil, qui a mené une action au lycée public d'Aléna Kiri.
Directeurs généraux, chefs de service des sociétés portuaires, responsables d'établissements et élèves se sont retrouvés pour parler des cancers féminins en ce mois d'Octobre Rose. Ce qu'on a de plus cher, c'est notre santé. Donc j'exhorte les étudiants et les étudiantes à profiter de cette journée pour connaître cette maladie qui est discrète mais qui fait des ravages chez nos mères, nos sœurs. Les médecins ne cessent de le répéter, le dépistage précoce est un geste qui peut sauver des vies. Lorsque vous faites votre diagnostic précocement, un traitement peut être administré et éviter l'évolution vers le cancer du col de l'utérus. Les responsables de la structure scolaire et les élèves ont tous été satisfaits de cette campagne contre les cancers féminins. Vous venez de marquer un point de plus, messieurs les directeurs généraux. Je voudrais, messieurs les directeurs généraux, au nom de l'ensemble du personnel et des élèves du lycée public d'Aléna-Kiri, vous dire merci pour cet honneur. Pendant les cours, on ne nous parle pas forcément de tout ça, mais quand, avec leurs initiatives, on est un peu plus édifié sur les causes de certaines maladies. J'ai retenu que la prévention est la base de tout traitement. Plusieurs pays, à l'exemple de la France, se sont déjà appropriés la vaccination contre les infections à papillomavirus humain. Ceci pour mieux lutter contre les cancers, parmi lesquels celui du col de l'utérus. Parce que les vaccins contre le papillomavirus ont pour but de prévenir les infections dues aux souches sexuellement transmissibles du HPV, responsable de plusieurs types de cancers et contre lesquels l'utilisation du préservatif s'avère parfois inefficace. Le Gabon compte lui aussi en disposer. Le prochain défi, c'est de pouvoir initier la vaccination contre le papillomavirus, qui est le virus qui est à l'origine du cancer du col de l'utérus. Et ce prochain défi, c'est celui que le ministère de la Santé, avec les partenaires, va devoir relever pour l'éradication du cancer du col au Gabon. Nous sommes aujourd'hui en train de faire un travail avec l'OMS et l'UNICEF et les commandes des prochains vaccins se feront dans les tout prochains mois. On compte jusqu'ici 871 personnes sensibilisées depuis le lancement de la campagne Octobre Rose Portuaire 2022 pour plus de 134 femmes dépistées à ce jour. Cette initiative, dont la première édition a été lancée en 2021, vise à soutenir les efforts du gouvernement gabonais dans la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Reprise. On l'a écouté à la fin, mais le noir. Sabrina Koundi-Penda est déjà avec nous sur ce plateau. Sabrina, ça fait un moment qu'on ne vous a pas vu sur le plateau de la rétro de l'actualité. Comment allez-vous? Vraiment, je suis là, toujours prête. Écoutez, le maître mot de cette campagne Octobre Rose était « Faites-vous dépister ». Est-ce que vous avez pu faire votre dépistage? Effectivement, Marielle, il faut bien être un exemple. Je l'ai fait et j'invite d'ailleurs les femmes qui ne l'ont pas encore fait à aller se faire dépister. Faites-vous dépister, madame, le maître mot de cette campagne Octobre Rose. Qu'est-ce qu'on retient donc de la mobilisation de cette 9e édition? Est-ce qu'au-delà du ruban, des vêtements roses, parce qu'on a vu un peu tout le monde porter un t-shirt rose, une robe rose, une veste rose, est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce que le message est bien passé? Eh bien, Marielle, ce qu'on retient, c'est qu'effectivement, le message est passé. Oui. Contrairement aux années antérieures, on remarque bien un engouement des femmes. Les femmes se lèvent, les jeunes, les étudiantes, tout le monde met la main à la pâte parce qu'il s'agit bien des cancers féminins. Et chaque femme comprend désormais la nécessité de lutter contre ces cancers. Et le meilleur moyen, la première chose qu'il faut faire, c'est bien évidemment de se faire dépister, car un dépistage précoce permet justement de couper le mal à la racine, pourquoi pas. Effectivement, concernant les chiffres, on parle de plus de 8000 femmes dépistées du cancer du col de l'utérus. Les chiffres allant dans le sens du cancer du sein sont également encourageants. Le ministre gabonais de la Santé l'a également annoncé. On se rend compte que la courbe est plutôt
ascendante. Ah bon? En termes de sensibilisation. En termes de sensibilisation, effectivement, ça rassure. Il y a l'implication des femmes et c'est vraiment ce qui réjouit aujourd'hui. Et en termes de chiffres par rapport à la maladie, est-ce qu'aujourd'hui la courbe elle est plutôt à l'inverse, c'est-à-dire décroissante en termes de maladie? Est-ce qu'on a moins de cas enregistrés de cancer féminin, que ce soit du sein ou du col de l'utérus? Sur ce plan-là, il faut quand même le dire. Il y a toujours, c'est vrai, ces femmes-là qui sont réticentes. Mais au niveau des chiffres, même, je pense qu'il y a une certaine amélioration. Et c'est ce qui encourage d'ailleurs les autorités à encore mener cette bataille, à mener cette lutte pour toucher le plus grand nombre de femmes. Alors, notamment les femmes vivant à l'intérieur du pays. Mais j'allais d'ailleurs y arriver. Octobre Rose, ce n'est pas qu'à Libreville. Est-ce que le même engouement a pu se faire remarquer à l'intérieur du pays? Oui, Marielle, je peux l'affirmer parce que le ministre de la Santé l'a lui-même dit, lui qui effectue des déplacements un peu partout à travers le Gabon. Il y a cet engouement qui est constaté ici à Libreville, la capitale, et également à l'intérieur du pays. Un engouement qui n'est peut-être pas le même, mais on se réjouit déjà du fait que ces femmes adhèrent à la sensibilisation, adhèrent au dépistage. Beaucoup reste encore à faire, mais je pense que le meilleur a déjà été fait et est encore en train d'être fait parce que la campagne Octobre Rose se poursuit jusqu'au 15 novembre. Alors Eric, Octobre Rose, c'est certes pour lutter contre les cancers féminins, mais ça ne concerne pas que les femmes, puisque les hommes, on le dit souvent, parlez-en aux femmes que vous aimez, aux femmes que vous connaissez, une campagne qui est mondiale. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on peut se satisfaire d'avoir brisé les tabous autour de la question des cancers féminins? Oui, à un certain niveau, mais ce qui est important aujourd'hui de souligner pour ce qui est des cancers féminins, c'est l'engouement, comme l'a dit tout à l'heure Sabrina, qui est mise autour à travers les organismes internationaux qui essayent d'accompagner cette campagne-là. Mais vous me pardonnerez de ramener la problématique à une certaine échelle dans lequel je trouve un certain manquement. C'est sur le plan de la communication qui est faite autour de ça. Voilà. Une journée dédiée ou sinon un mois dédié à une problématique aussi importante que les cancers féminins reste pour moi insuffisant. Parce que voyez-vous, c'est quand même 365 jours sur une année et on peut être attaqué, on peut être dans une situation de processus de cancer engagé. Et si on n'est pas rappelé à cela à travers un mécanisme de communication qui au-delà d'Octobre Rose, mais qui reste constant, eh bien, on n'arrivera pas forcément au résultat escompté d'un chiffre plus croissant que cela. C'est-à-dire aujourd'hui, excusez-moi, mais ça ne devrait pas que rester dans un cadre folklorique, voilà, de dépistage à une époque bien spécifique, parce que c'est quand même un cancer qui aujourd'hui tue beaucoup, dans le monde. Quand on regarde les chiffres, c'est beaucoup de décès liés à cela, et c'est important que le gouvernement et notamment la Fondation Sylvia Bongo, qui évidemment au niveau du Gabon s'implique à bras-le-corps, regarde et un œil regardant là-dedans dans la technique de communication qui pourrait emmener en effet à plus d'adhésion, à plus d'enthousiasme des uns et des autres, notamment les femmes, à pouvoir se faire dépister dans la journée, dans le processus annuel qui est fait. Alors Sabrina, peut-être autre chose à dire, Oui, c'est vrai que beaucoup reste encore à faire en termes de sensibilisation, en termes de messages autour de ces cancers féminins. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la campagne, c'est vrai, elle est accentuée durant le mois d'octobre, mais au-delà du mois d'octobre, les hôpitaux sont ouverts, les autorités ne cessent de le dire, les hôpitaux sont là. On peut se faire dépister également avant, pendant ou après. C'est important de le dire, mesdames. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas un traitement, clairement pour guérir ce genre de maladie-là. Et donc, le dépistage à temps est le seul moyen aujourd'hui, là, je reprends les spécialistes, de lutte contre la prolifération Sabrina, justement, je peux peut-être rebondir par rapport à ce vaccin. Le ministre de la Santé, le docteur Guy-Patrick Obiondong, l'a dit, le Gabon est désormais sur cette voie-là, l'instauration du vaccin contre le papillomavirus, ce virus à l'origine des cancers du col de l'utérus et plusieurs autres. Donc d'ici quelques mois,
le Gabon disposera certainement de ce vaccin contre le papillomavirus. Et Marielle, je pense qu'il faut quand même relever les progrès, progrès réalisés jusqu'ici au Gabon en termes de lutte contre les cancers féminins. On le sait, le pays, le Gabon, dispose d'un institut de cancérologie pour la prise en charge des victimes de cancer. C'est d'ailleurs le premier institut de la sous-région. À côté de cela, il y a des médecins, des formations qui sont offertes aux médecins. Il y a des médecins, des généralistes, des gynécologues qui sont envoyés au Maroc grâce à la fondation Sylvia Bongo Ondimba pour bénéficier des formations. À côté de ces formations, il y a la mise à contribution de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale dans la prise en charge des cas. Beaucoup reste certainement à faire, mais c'est déjà quelque chose. Bien sûr. À côté, il y a également l'implication de la société civile dans la lutte contre les cancers. On parle quand même d'une particularité pour cette 9e édition. Oui, on l'a vu pour Octobre Rose, hein, les ONG, les médias, le gouvernement, tout le monde s'est mobilisé pour la cause de la lutte contre les cancers féminins. Le principe ici, c'est surtout de ne pas briser la chaîne. Mesdames, continuez, allez-y dans les centres de santé, faites-vous dépister. Et messieurs, parlez-en aux femmes que vous aimez. Le dépistage reste le geste barrière contre les cancers féminins. Merci beaucoup, Sabrina Kondi-Penda. Merci pour vos éclairages sur la question de la lutte contre les cancers féminins au Gabon. J'espère qu'on vous reverra très vite sur le plateau de la rétro de l'actualité. Et on parle du sport. Pour la boucle de cette émission, nouveau rebondissement dans l'affaire Pierre-Alain Mungengi. Le président élu de la FEGAFOOT est en liberté provisoire avec Gaël Mapessi. On aura l'occasion de revenir sur cette actualité. Le Gabon qui a écrasé Madagascar lors d'une rencontre comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des U23 et le pays qui a tenu le pari de la reprise de son championnat national de première et deuxième division. Regardez, on en parle juste derrière. Aucun retard à l'allumage. Prévu pour démarrer le 29 octobre 2022, le championnat national de football de première division a bel et bien repris ce week-end sur l'ensemble du pays, avec de belles rencontres à la clé. Reprise timide, mais reprise tout de même, puisque la question de la subvention des clubs engagés dans ce championnat n'a pas encore été réglée totalement. Mais en attendant sur le terrain, coach et joueurs ne se privent pas et prennent du plaisir à jouer, chacun son rôle, tout en espérant des lendemains meilleurs. Petite nouveauté pour cette saison 2022-2023, le retour à une formule d'une poule unique composée de 14 clubs et non plus comme lors de la précédente saison. De quoi donner au sélectionneur national Patrice Neveu une belle perspective pour les joutes à venir puisque le technicien français pourra désormais compter sur les joueurs locaux. Toutefois, une pause sera observée en novembre en raison du démarrage de la Coupe du Monde au Qatar.
Gaël Mapessi nous a rejoint. Gaël, toujours en jambes pour parler de sport et uniquement de football cette fois-ci. Toujours, surtout quand on parle de sport au niveau national et naturellement de football, c'est toujours un plaisir d'être là sur le plateau de la rétro. Eh ben Sangoma, tonton Junior, il est contre Gaël, il est contre Gaël. Mais non, regarde, c'est pas le micro, c'est l'oreillette. Ah, ça... Tu as ramené ça? Non, c'est... Oh, j'ai bougé. Bon. Ben, j'espère que c'était pas comme ça, je sais pas. Bon, allons-y, de toutes les façons. Regarde Junior, c'est la télé. La télé des Blancs, même si ça vient là, on continue seulement. C'est comme ça, nous on fait encore la télé trop comme les Africains, on a machin. Les Blancs, tu vois même le cadre passer dans le... Et Gaël Mapessi nous a rejoint sur ce plateau. Gaël, toujours en jambes pour parler de sport et uniquement de football pour cette émission. Le sport, c'est la vie, le sport, c'est la santé, surtout quand on parle de football, c'est le sport roi dans le monde. Et quand on parle du Gabon, c'est toujours de bon augure parce que ce football-là a beaucoup de soucis. On est content de la reprise du championnat, c'est déjà cela, les autorités ont respecté les dates prévues. Mais est-ce que, ma question est, les footballeurs ont eu assez de temps pour être en jambes finalement pour la reprise de ce championnat? Non, après il faut dire que quand le championnat précédent est terminé, oui. Donc le temps qu'il y a eu entre la fin de la saison dernière et puis cette saison-là n'est pas assez pour préparer les joueurs. Mais je pense que à cause des calendriers qu'il faut respecter, il faut respecter certaines dates. Il était important que le championnat reprennent pour qu'on essaie de se mettre à la page avec les autres nations dans lesquelles les championnats ont déjà débuté. Je pense notamment des nations africaines parce qu'on sait qu'en Europe, c'est le must. Là-bas, c'est bien organisé. Donc, il fallait se mettre en avant. Mais également, il y a que derrière tout cela, a été rendu possible grâce à la volonté du ministre des Sports. Souvent, quand je suis sur ce plateau, j'ai du mal à jouer l'avocat du ministre Franck Guéba. Mais quand il fait bien, il faut le dire parce qu'il faut dire que derrière une semaine avant la reprise du championnat, il y a pas mal de choses qui ont été réglées, notamment certaines primes. J'allais justement en venir. Est-ce qu'on a réglé la question des primes, des salaires? Est-ce que finalement, on a pu épurer la dette? La question n'a pas été réglée totalement. Mais un grand pas a été fait par le ministère qui a payé jusqu'aux années 2016, la saison 2016, 2017, 2017, 2018, les arriérés. Après, là, il reste que la question des salaires des joueurs qui est le gros problème, le nœud gordien de cette question de la reprise de football. Mais je pense qu'un pas a été fait. Le ministre a promis que d'ici mi-novembre, des lignes devaient également bouger pour que ces acteurs de football rentrent en possession de leur dû. Eric, alors on ne vous oublie pas, hein, vous êtes toujours avec nous sur ce plateau. Eric Sébé, directeur de publication. Donc, rappelez le nom de votre journal, s'il vous plaît, de la synthèse d'information. J'y arrive, voilà. Alors, on repart à la formule classique du championnat. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus sur la reprise de ce championnat et surtout les préalables, comme l'a si bien dit Gaël Mapessi, donc avec le paiement de certaines primes et même des salaires? Bien sûr, Marielle. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de football, pour ce qui est du championnat national, ça laisse à désirer pour certains qui observent un peu cela. C'est vrai que des efforts sont consentis là-dessus, mais quand vous regardez proprement dit ce qui a été fait les années antérieures et la déliquescence actuelle du football gabonais, on comprend qu'il y a un contraste considérable. Aujourd'hui, le Gabon n'est peut-être pas dans la meilleure forme qu'il soit pour encadrer les talents du ballon rond. Il est vrai que le gouvernement de la République, à travers le ministre de tutelle, met en place un certain nombre de dynamiques pour essayer de relever le tir, mais reste fort et constater que des anomalies considérables restent là-dedans et à refaire. L'autre problématique qui est observée, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un réel programme d'accompagnement des talents. C'est-à-dire qu'il faut partir du principe que le sport, tel que les grands sports, en effet, tels que le football par exemple, sont généralement utilisés par les États pour faire de la promotion de leur pays, à travers évidemment les talents qui éclorent. Voilà. Donc, il est important que l'État réfléchisse sur un véritable programme qui déniche
les talents et qui les accompagne. Voilà, aujourd'hui, c'est peut-être clair que l'on ne peut pas, en effet, avoir un championnat des plus professionnels qu'il soit, mais on peut au moins avoir un programme, et c'est de là, évidemment, qu'on attend, évidemment, le ministre de tutelle à produire un programme. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce n'est pas qu'une question d'argent, mais c'est aussi une question de pensée, de mettre en place des mécanismes qui accompagnent des visions. Et c'est là qu'on appelle, évidemment, à un management particulier. On a des talents. Moi, j'ai été du côté de Port-Gentil, j'ai vu des jeunes s'entraîner sur des stades, pas forcément les plus viabilisés qu'ils soient, mais qui dégagent un véritable talent. Mais ces jeunes-là peuvent en effet porter les couleurs haut du pays, comme on le voit dans certains pays. La question, elle est tout entière. Est-ce que ce championnat a des particularités? Est-ce que aussi cette question de dénicher les talents est à l'ordre du jour du côté du ministère des Sports? Bien sûr, parce qu'après, si on ne déniche pas les talents, on a du mal à assurer la continuité. On a une équipe nationale qui est vieillissante. On a déjà Aubameyang qui ne joue plus, qui n'est plus là. Et même ceux qui sont là, pour prendre le cas des Koulémanga, ce sont des trentenaires. Donc il faut penser à régénérer cette équipe nationale, à la renouveler. Et là, il ne faut pas que compter que sur les joueurs extérieurs. Après, il faut dire que les 70% des joueurs qui appartiennent à cette équipe nationale-là, 70% ont commencé par le Gabon. Donc ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui se faisait. Ça veut dire qu'il y a une certaine dynamique dans la question de la détection. Après, pour répondre un peu à notre ami sur le plateau, il y a un travail qui est fait avec la LINAF qui, aujourd'hui, s'est attaché les services de quelqu'un qu'on connaît très bien dans le monde du football, que ce soit en Europe ou en Afrique, M. Éric Durand, qui est là pour essayer de redonner notre image, donc de revoir l'écosystème du football gabonais pour que toutes ces questions-là essaient d'être réglées. Éric l'a dit, ce n'est pas un problème de financement, c'est un problème de personnes et de volonté. Je pense que la dynamique que le ministre a amenée, justement, va dans le sens de vouloir revoir tout l'écosystème du football pour qu'on ait quelque chose de plus digestif. Alors, ce que je voulais mettre quand même en exergue, c'est de se rappeler aujourd'hui que le football n'est pas qu'un jeu. C'est un sport professionnel. Alors, c'est un sport professionnel qui a un temps relativement court d'exercice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez déjà atteint les 30 ans, vous êtes au crépuscule d'une carrière. Et donc, c'est important que le gouvernement prenne en compte ces variables-là pour pouvoir accompagner. Comme on dit, gouverner, c'est prévoir. Exact. Et mettre en place un véritable mécanisme de bout en bout qui peuvent, en effet, faire éclore des carrières de talent. Justement, parce qu'après, quand on vous parle de ça, on parle de la reconversion. Je pense que la question également est au centre des débats au niveau du ministère, de la LINAF et de la FEGAFOOT. Parler de la reconversion des footballeurs, vous le dites. Mais sinon, même quand on est footballeur de haut niveau, quand on a 25 ans, on pense déjà à sa retraite. Parce que les choses vont tellement vite. Et puis, il n'y a que dans le football, on peut être hyper spécial, hyper bon, mais une blessure suffit. Une carrière très courte aussi. Une blessure suffit pour écourter la carrière d'un joueur très talentueux. Donc il faut également penser à mettre en place tous ces mécanismes-là pour que ces joueurs-là puissent s'épanouir de manière véritable et fassent leur boulot, parce que c'est un travail avec amour. Et il y a eu la belle victoire de l'équipe gabonaise face à l'équipe malgache. Double confrontation, on donnait moins cher la peau de l'équipe gabonaise. Elle a prouvé que, encore comme le disait l'ami, il y a du talent. Il y a du talent. Cette équipe U23 nous a montré qu'on pouvait compter sur elle et qu'il y avait du répondant. On avait un peu peur parce que Madagascar, c'est une équipe en reconstruction. Là-bas, les autorités ont décidé d'essayer de faire le ménage autour du football pour que les choses aillent de l'avant. On l'a vu avec l'équipe première, la CAN passée, une très belle équipe. Et là, il y a également des jeunes, mais derrière, on a eu peur parce que lors des matchs amicaux, Madagascar, c'est une équipe qui a battu le Nigeria 4-0. Donc on a un peu tremblé, mais les poulains de Sertune Ibela nous ont montré qu'il y avait du talent, on pouvait compter sur eux. Double confrontation, on a gagné à Madagascar 1-0. Et quand on est venu à Franceville, la citadelle imprenable, on ne perd pas là-bas jusqu'ici. Et Ibela l'a bien dit, il ne voulait pas être le premier à le faire. 4-0, c'était magnifique. Eric, est-ce que vous avez regardé cette rencontre, une belle rencontre quand même, et qu'est-ce qu'on retient? Avec vive émotion, à l'instar de tous les Gabonais. Voilà, ça a été un très bon match dans lequel on a vu des jeunes
compatriotes porter haut les couleurs du pays. Mais ce qui pour moi m'intéresse dans la clôture de ce match satisfaisant, c'est en effet la lucidité qu'a eu et qu'a aujourd'hui toujours Saturnin Ebela. Voilà, sur la suite. Voilà, on est aujourd'hui conscient de qui on va rencontrer dans la prochaine rencontre. C'est le Cameroun. Et on sait toutefois les rapports de challenge qui existent entre nos deux nations. Voilà, un challenge amical, en effet, pour le préciser. Voilà, et de mettre en place aujourd'hui toute la préparation psychostratégique et tactique pour essayer de mettre en uniforme cette équipe de jeunes joueurs qui n'ont pas encore eu, évidemment, un temps relativement long pour pouvoir s'accommoder dans une symbiose d'unité, comme le prévoit notamment les principes du football. De toute façon, il y a aussi un défi pour Saturnin Ebela, parce qu'il faut rappeler qu'en 2011, déjà au Maroc, le Gabon est sorti champion de la catégorie, ce qui nous avait permis de prendre part pour la première fois en ce qui concerne le football au JO de 2012, c'était à Londres. Donc c'est un exploit que Saturnin Ebela veut réitérer. Je pense que s'il a les moyens nécessaires, comme l'a dit l'ami, il a parlé de préparation, le prochain match c'est en mars, donc on a quand même assez de temps, on a une marge, pourvu que les autorités prennent le taureau par les cornes et essaient de mettre les moyens nécessaires pour que les jeunes se préparent de manière efficiente. Et surtout que les autorités prennent la mesure de l'enjeu. Et pour terminer, messieurs, Pierre-Alain Mungengi, enfin libre. Enfin libre, oui, parce que il est dehors, il a pu retrouver sa famille, que ce soit sa famille sportive ou sa famille biologique. Mais après, l'instruction suit son cours parce qu'il a en liberté provisoire. C'est déjà une grande victoire pour son avocat qui a été interrogé par un confrère qui a rappelé que c'était une grande victoire pour eux. Ils vont se battre pour que les choses restent ainsi et que cette affaire, que le juge d'instruction qui est en charge de cette affaire prononce un non-lieu. Alors Eric, un commentaire pour Pierre-Alain Mungengi, la liberté provisoire? Oui, aucun étonnement, parce que simplement, dans le principe de droit pénal, en effet, on prend compte de la charge à la preuve. Et jusqu'à présent, dans cette affaire, de manière claire, aucune preuve tangible n'a encore pu être apportée. Et donc, pour ce qui est du droit, Pierre-Alain Mungengi bénéficie de ce qu'on appelle, loin de moi, enfin, je ne suis pas un spécialiste, mais ce qu'on appellerait la présomption d'innocence. Voilà. Bien sûr. Et les juges n'ont fait que lire le droit. En effet, lorsqu'il y a présomption... Même s'il faut rappeler quand même qu'il a fait 6 mois. Oui, 6 mois, mais voilà, la présomption d'innocence emmène à ce que peuvent être recevables la demande de liberté provisoire par, évidemment, la défense de mise en cause. Et aujourd'hui, pour ce qui est de Pierre-Alain Mungengi, vous savez, à chaque fois que je suis confronté à ce genre de problématique, ce qui est important pour moi, et là j'en appelle au regard de l'opinion publique, c'est de regarder le préjudice qui est créé. Le préjudice qui est créé aujourd'hui, c'est que à travers cette affaire, aussi longtemps qu'elle ne sera pas totalement épuisée, on aura auprès une certaine psychose dans l'opinion publique pour les parents qui voudraient aujourd'hui que leurs enfants intègrent des établissements de football professionnel, voilà, qui formeraient des jeunes quand ils savent qu'il y a des personnes qui peuvent commettre ce genre d'acte-là et que cela ait pu durer, si toutefois on s'en tient aux charges retenues sur les principaux mises en cause, voilà, que les enfants sont en danger ou peuvent être en danger dans des situations, dans des structures comme ça. Et cela emmène en effet à une certaine réticence et qui pourrait emmener à ce que les talents se perdent. Je pense qu'il y a un véritable travail effectivement de restructuration. De restauration de l'image du football. Je pense qu'elle a été entachée, en effet, lourdement. Je pense que c'est un travail qui se fait. On a reçu ici, sur le plateau de Gabon 24, une ONG qui s'appelle OAMI Talent Minisport, qui justement fait dans la détection des jeunes talents. Et il y a également un travail qui est fait au niveau des familles, pour que les familles comprennent que c'est vrai, ça existe. Mais après, il y a aujourd'hui des mécanismes, surtout avec cette histoire-là. Après, c'est peut-être un mal pour un bien, parce qu'il fallait au moins que ça sorte pour qu'on sache que ça existe.
existe vraiment et qu'on prenne les vraies mesures autour de la formation et de la détection de jeunes pour éviter que les jeunes ne continuent à subir ce genre de choses. C'est toujours un plaisir de parler avec vous de sport, Gaël Mapessi. Le temps passe tellement vite que nous sommes surtout quand il s'agit de sport. Déjà arrivé au terme de notre rétro de l'actualité du mois d'octobre. Merci beaucoup, messieurs. Et nous sommes aussi en novembre, messieurs. Est-ce que vous savez, la campagne Novembre Bleu a commencé. On a parlé d'Octobre Rose tout à l'heure avec notre collègue Sabrina Kundipenda, mais déjà Novembre Bleu, c'est pourquoi je porte un pins là pour rappeler que la campagne a démarré et je vais vous inviter, messieurs, à aller vous faire dépister. C'est vrai, le dépistage concerne beaucoup plus, les plus de 40 ans, mais ça n'enlève rien à ce que vous fassiez un tour et que vous ayez quelques informations là-dessus. Donc, messieurs, faites-vous dépister. On peut aussi servir de relais auprès de nos passer l'information à qui de droit, effectivement. Merci donc à vous, Gaël Mapessi, et merci à tous les chroniqueurs qui se sont succédés sur ce plateau. Je pense à Dimitri Abourneur, Michel Tseni, Sabrina Kundipenda. Un grand merci à Eric Sebé, directeur de publication de la synthèse d'information, le journal en ligne. C'est fut un plaisir d'avoir accepté, d'avoir accepté donc de passer ces 52 minutes avec moi pour parler, pour revoir, pour revivre les faits marquants de l'actualité du mois d'octobre. C'est toujours un plaisir de revenir également pour vous sur ces faits qui ont marqué l'actualité. Mesdames et messieurs, la rétro de l'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite toujours avec nos chroniqueurs prêts à décortiquer les faits poignants de l'actualité. Au revoir.